Combien d'habitants y a-t-il en Guyane? Un peu moins de 260 000 pour l'Institut national de la statistique et des études économiques qui a recensé la population présente sur notre territoire en 2015. Ces résultats ne font pourtant pas l'unanimité. 23 jours de grève pour les employés de Guyaver. La présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises intervient. Joëlle Prévost-Madère souhaite que les négociations aboutissent rapidement. Elle se confie dans notre journal. Nouveau défi pour notre champion de MMA, Naël Lama, vainqueur indéfectible au Brésil, compte, à l'issue d'une compétition organisée à Paris, ramener le titre des champions de mi-lourd en Guyane. Il est sur le plateau pour en parler avec nous. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que cette édition est disponible sur Facebook. 7 528 Guyanais de plus sur le territoire entre 2014 et 2015. C'est le chiffre communiqué par l'INSEE qui comptabilise 259 865 habitants en Guyane. Des résultats contestés notamment par David Richer, président de l'Association des maires. Un reportage de Pierre Tréfou. Le conflit entre les employés de Guyaver et leur direction s'enlise et bloque tout le groupe depuis plus de 3 semaines. Une situation intenable pour la présidente de la Confédération guyanaise des petites et moyennes entreprises, Joëlle Prévost-Madère. Quelle solution préconise-t-elle? Gaël Oassim a été à la rencontre des deux parties. La grève des employés de Guyaver dure depuis plusieurs semaines. Une situation inacceptable pour la Confédération guyanaise des petites et moyennes entreprises qui propose des moyens de sortir de la crise. Nous, la CPME, nous ne tenons pas à nous immiscer dans une problématique d'une entreprise. Par contre, ce que nous voulons mettre en avant et pointer du doigt, c'est que lorsque vous avez un conflit qui dure aussi longtemps, on est quand même à plus de 20 jours, ça peut être extrêmement difficile et compliqué pour une entreprise et ça peut même la conduire jusqu'à la fermeture. Nous avons voulu rappeler à ces personnes, à ces salariés, c'est que nous avons une année 2017 très difficile pour les entreprises. Nous rappelons qu'en mars-avril, il y a un mouvement social. Les conséquences, c'est que vous n'avez pas eu d'activité pendant plus d'un mois. Ça veut dire qu'il y a eu des pertes de chiffre d'affaires pendant plus d'un mois. Lorsque vous avez des demandes qui portent sur un 13e mois, qui n'est pas prévu dans les conventions collectives, qui n'est pas prévu dans la profession elle-même, dans ce contexte économique précisément, quelque part, ça pose question. La présidente de la CGPME insiste sur l'obligation d'impartialité et d'efficacité du médiateur, sur qui repose le dénouement de cette situation. Le médiateur est là pour pour faire une conciliation. Le médiateur est là donc pour faire cette conciliation, il doit avoir accès à un certain nombre d'éléments, mais il a des devoirs de réserve, des devoirs de discrétion, des devoirs d'exactitude de propos qu'il pourrait tenir, et donc pas de médiatisation. Et ça, nous insistons sur le rôle du médiateur. Les grévistes, quant à eux, restent dans l'attente d'un dialogue avec la direction et souhaitent aussi que la CGPME vienne à leur rencontre. Aujourd'hui, c'est toujours le même fonctionnement. La direction ne fait pas appel à nous, on n'a aucun dialogue. Il n'y a rien de bougé. Je pense que c'est une bonne idée, mais elle n'a qu'à venir. Ce n'est pas sur les zones que ça va se régler. Elle n'a qu'à venir ici et mettre les instances, le directeur, la directrice, tout le monde là, devant une table, et on en parlera. Nous attendons un dialogue de la part de la direction, de façon qu'on puisse tomber d'accord par rapport au préavis de grève. Donc s'ils ne veulent pas la fermeture, ils n'ont qu'à venir parler. Les parties campent chacune sur leur position, éloignant petit à petit l'espoir d'un retour à la normale. L'air a continué à se dégrader en Guyane et nous avons atteint aujourd'hui le seuil maximum d'alerte. Quelles sont les raisons de cette situation et quelles conséquences pour notre santé? Élément de réponse de Gaël Oassim. La qualité de l'air a continué à se dégrader en Guyane et nous avons atteint le niveau maximal à cause des poussières venues tout droit du Sahara. On a observé depuis 5 jours des nouveaux départs de poussière du Sahara. Et comme la zone intertropicale de convergence est au niveau des latitudes de la Guyane, ça laisse le couloir
Enfin, ça laisse en fait l'espace libre aux poussières pour atteindre les côtes guyanaises. Et donc hier, on a constaté un nouveau dépassement du seuil d'information, puisque la brume a repris en intensité. Les concentrations continuent à augmenter. Et donc on va dépasser le seuil d'information, le seuil d'alerte. Alors le seuil d'alerte, donc il correspond en fait, on dépasse le seuil d'alerte quand on dépasse les 80 microgrammes par mètre cube. Et donc le seuil d'alerte correspond à une présence dans l'atmosphère de polluants qui en fait ont des effets néfastes sur la santé humaine. L'impact sur la santé des plus fragiles pourrait être assez grave. En fait, on va recommander donc, aux personnes sensibles et aux personnes vulnérables, donc, qui sont les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes âgées, les personnes aussi qui sont déjà atteintes de maladies cardiovasculaires, de problèmes respiratoires. Je pense aussi aux allergiques, aux asthmatiques. Donc on va leur recommander donc, d'éviter les activités physiques intenses. On va leur recommander également d'éviter de s'exposer aux émissions directes de polluants, donc par exemple au feu de déchets verts, au transport routier. Donc on va leur recommander d'éviter de se déplacer aux abords des axes routiers, puisque le transport routier est aussi émetteur de particules fines. Voilà. Donc on va aussi leur recommander de bien veiller à respecter scrupuleusement les traitements qui ont pu leur être prescrits par le médecin. Une campagne de prévention a été réalisée afin de sensibiliser le plus grand nombre. Attention, c'est la saison des poussières du Sahara. La qualité de l'air est dégradée. En cas de symptômes respiratoires ou allergènes inhabituels, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. N'aggravez pas les effets de cette pollution en fumant ou en allumant des feux à l'air libre. Vérifiez la qualité de l'air sur www.ora-guyane.org. L'épisode des poussières du Sahara devrait perdre en intensité à compter de ce lundi. Je vous le disais en ouverture, 7528 Guyanais de plus sur le territoire entre 2014 et 2015. C'est en tout cas le chiffre communiqué par l'INSEE qui comptabilise 259 865 habitants en Guyane. Des résultats contestés notamment par David Richer, président de l'Association des maires. Un reportage de Pierre Tréfond. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la Guyane comptait 259 865 résidents au 1er janvier 2015. Une progression due au nombre de naissances, plus qu'à l'immigration, est largement portée par les communautés de communes de l'ouest guyanais et du centre littoral. La population de Cayenne est estimée à plus de 57 000 habitants, un nombre qui a augmenté de 3,3% depuis 2010. Pour le maire de Roura, David Richer, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Est-ce qu'il est exact? Je n'en sais rien, mais nous pensons que nous sommes encore loin de la vérité. Et ce qu'il faut souligner, c'est que quand on est loin de la vérité, ça veut dire que nous, les maires, donc la population en pâtit, c'est-à-dire que c'est la dotation globale de fonctionnement qui est calculée quand même, en partie sur le nombre d'habitants, eh bien nous sommes loin du compte. Il faut savoir que quand l'INSEE publie ce chiffre, la commune en question bénéficiera 2 ans plus tard, puisque c'est sur l'année N+2 qu'on prendra en compte cette considération par rapport au nombre de la population, par rapport à la DGF. Ces 5 dernières années, la Guadeloupe a perdu 5 365 habitants et la Martinique 13 300. La population de Guyane, au contraire, a grandi de 2,6% chaque année en moyenne, ce qui classe la collectivité derrière Mayotte en 2e place des régions françaises les plus dynamiques sur le plan démographique. J'estime que dans le cas de la Guyane, il y a des ratios qu'on doit appliquer et je pense en particulier au ratio des déchets, au ratio de la consommation de l'eau potable, au ratio de la consommation d'électricité et puis des ratios parallèles, par exemple le ratio de la CAF. Et tout cela démontre que les 230 000 habitants sont largement dépassés. Et en conséquence, quel est le but? C'est que plus nous pourrons manifester un nombre de populations conséquent, eh bien plus la dotation globale de fonctionnement, voire d'investissement de la CTG, va donc augmenter. Et aujourd'hui, les recensements pénalise la collectivité en soi. Au 1er janvier 2015, la population française a atteint 66,2 millions d'habitants. Elle a augmenté de 315 000 personnes par an en moyenne depuis 2010. La fermeture temporaire de l'abattoir de Martinique pour maintenance générale et inventaire
handicapent sévèrement les bouchers et les éleveurs de l'île, comme l'ont constaté nos correspondants sur place. Aucune marchandise à vendre, ce boucher n'a pas levé son rideau ce matin. Georges avait lui anticipé la fermeture de l'abattoir. Il s'est organisé quelques jours avant pour avoir de la viande en stock et satisfaire ses clients. J'ai dû, dès la semaine dernière, en 2017, vendredi, abattre une bête en supplément pour travailler cette semaine. Mais là, d'ici la semaine prochaine, je ne peux plus travailler parce qu'il n'y a plus de viande. Mais cette semaine, j'ai eu une bête pour compenser une semaine sur deux. Cet autre artisan est bientôt à court de produits frais. Il vend ses derniers morceaux avant un chômage technique inévitable. Là, c'est le travail qui sera un peu très difficile. On ne pourra pas travailler. On ne pourra pas travailler. Bon, j'ai eu la viande de cette semaine, mais je ne sais pas comment je serai la semaine prochaine. On n'a pas eu le temps. Si on le savait, on aurait pu se préparer convenablement. Une situation que déplore le syndicat des artisans bouchers de la Martinique. Selon son président, la fermeture de l'abattoir principal aurait dû être compensée, une mesure qui aurait assuré une activité continue. Nous ne demandons pas de subvention de quoi que ce soit, nous demandons uniquement le droit au travail. Ce qui veut dire, avant même de fermer l'abattoir, nous avons un petit abattoir d'urgence, on aurait dû le mettre en place de façon à permettre aux bouchers de travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, j'espère que les 2 semaines ne vont pas venir 3 semaines, parce que franchement, je peux vous dire que c'est une grosse perte pour les artisans bouchers de la Martinique. La direction de l'abattoir n'a pas souhaité répondre à nos questions aujourd'hui. Le site restera fermé jusqu'au 14 janvier pour maintenance générale et inventaire. Les bouchers devront donc prendre leur mal en patience. Direction la Guadeloupe, où les évêques des Antilles-Guyane se sont réunis à Basse-Terre afin d'évoquer la violence et la pastorale des jeunes. Nos collègues d'ATV Guadeloupe ont assisté à cette rencontre. Après la Guyane en 2016, la Martinique en 2017, c'est au tour de la Guadeloupe d'accueillir cet événement annuel qui réunit les évêques et les vicaires généraux des 3 départements. C'est un temps très fraternel et puis un temps de prière surtout. Nous avons la prière bien sûr plusieurs fois par jour. Nous avons eu une messe publique à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe ce mercredi avec une assemblée importante. Il y avait aussi de très nombreux prêtres et c'est une manifestation très concrète de ce que nous appelons, nous, la collégialité, c'est-à-dire la communion dans la responsabilité, puisque les évêques, ils sont en lien, en communion avec le pape, et les évêques ont à travailler ensemble. C'est ce que nous faisons pendant ces 3 jours, dans cette réunion de ce que nous appelons la province ecclésiastique Antilles-Guyane. Durant 3 jours, les membres des différents diocèses abordent des sujets d'actualité, de société, mais aussi la vie de l'Église. C'est ainsi l'occasion de présenter leurs projets. Nous sommes en train de préparer donc une mission où des équipes missionnaires vont se constituer au début de l'an prochain, qui iront maison par maison. Et nous avons plusieurs projets, c'est-à-dire que d'une part, nous donnerons à toutes ces maisons qui nous accueilleront un petit fascicule qui dise notre foi dans le Christ et la manière dont nous pensons que le Christ est chemin, vérité et vie pour la Guyane aujourd'hui. Ce petit fascicule étant une œuvre d'élaboration, nous aurons à le traduire en plusieurs langues, puisque tout le monde ne parle pas français dans la Guyane. Et donc nous irons faire cela et nous les inviterons à une grande célébration de Pentecôte dans toutes les paroisses de Guyane, à une grande procession de la fête Dieu dans les cités majeures de Guyane. Et ensuite nous préparons pour les années qui suivent ce qu'on appelle les parcours alpha, c'est-à-dire des rencontres fraternelles avec un repas, avec une discussion, avec un enseignement pour permettre aux gens qui depuis longtemps ont abaissé un peu les bras par rapport à leur foi de se retrouver, de retrouver le dynamisme de la foi et donc de la partager avec leurs enfants et leurs jeunes. Ces discussions permettent aussi de définir des actions concrètes. Première chose, travailler sur les familles aussi, travailler vraiment beaucoup. Par exemple, une transformation de la catéchèse, une transformation de l'animation pastorale centrée sur l'écriture, sur la parole de Dieu. On peut déjà vous dire c'est un scoop, qu'on a pris une décision d'éditer une Bible. La Guyane a déjà pris de l'avance, mais une Bible, voilà, qu'on va distribuer à large échelle parmi le peuple de Dieu pour que chaque famille, chaque chrétien même, ait sa Bible pour pouvoir la lire avant d'aller à la messe ce dimanche. La fin de cette réunion est prévue demain. Les évêques se retrouveront en avril pour la réunion des évêques de la Caraïbe.
5. C'est le nombre de jours d'arrêt des rotations de la bégonneuse décidé par la CTG. La collectivité estime que la diminution significative des populations de moustiques sur notre territoire justifie cette pause qui ira du 8 au 12 janvier. Johnny Hallyday a souhaité reposer à Saint-Barthélemy, un choix qui a montré l'attachement que la star avait pour l'île. Le petit cimetière de Lorient s'est rapidement transformé en lieu de pèlerinage. Jean-Marc Dabrou était sur place. C'est une tombe constamment fleurie, au rythme des allées et venues de fans, parfois encore affectés, scrutant le ciel à la recherche d'un signe divin. Johnny Hallyday déchaîne toujours autant les passions. Certains n'ont pas hésité à faire 7000 km pour se recueillir sur sa tombe. Je viens de Montclar-de-Quercy et je suis venu faire une prière parce que j'avais envie. C'est ma jeunesse, c'est de très très beaux souvenirs. J'ai rarement vu quelqu'un susciter un tel enthousiasme et aussi varié. Pour venir le voir, il faut vraiment faire le déplacement et il faut vraiment l'aimer. Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur, s'y rend tous les jours, dans une certaine quiétude, découvrant les objets et messages laissés sur la sépulture. Saint-Barthélemy, c'est vivre avec les stars et leurs proches. C'est le sentiment de Yann Collin. Ce glacier réputé a eu l'occasion de fournir la famille Hallyday. C'est aussi un fan de la première heure. Je pense que Saint-Barthélemy a été un endroit où il s'est senti bien. Et je pense que s'y reposer complètement maintenant, on doit respecter ça. Mais le rocker n'échappera pas à la ferveur de son public. Prêt au pèlerinage, quitte à dormir dans une voiture. On trouve des petits déjeuners à l'arrière, on trouve les sièges qui sont rabattus éventuellement. On peut trouver éventuellement des petits linges qui peuvent rester de la nuit. Différent de ce qu'on peut trouver d'habitude pour les touristes, je veux dire, habituels. Selon le témoignage des habitants de Saint-Barthélemy, certains fans n'hésiteraient pas à camper ici, sur cette plage qui se trouve seulement à quelques mètres du cimetière de Lorient, où repose le corps de Johnny Hallyday. Nous sommes en ce moment en haute saison touristique. Le prix de l'hébergement est extrêmement cher. D'ici le courant de l'année 2018, on s'attend à une plus grande affluence à Saint-Barthélemy. Nos criques sont mises à l'honneur grâce au concours Clap ta crique organisé par les associations GEPOG et Quata. Le principe est simple et il vous est présenté par Lucille Dudoignon au micro de Pierre Trifou. C'est faire une vidéo de 2 minutes maximum, donc pas plus de 4 gigas, avec un smartphone ou n'importe quel matériel vidéo. Et puis c'est présenter une crique de la CACL que vous aimez et une expérience que vous avez autour de la crique. C'est valoriser les criques de la CACL et aussi valoriser et faire connaître donc les criques et les expériences, le ressenti, le vécu de chacun autour de la crique. C'est organisé par les associations GEPOG et Quata dans le cadre d'un projet plus global avec de nombreux partenaires comme la CACL, la CTG, l'Office de l'eau, l'ADEAL. On a de nombreux lots, donc il y a 2 catégories. Catégorie individuelle, vous pouvez gagner un week-end de découverte des marais de Caux à bord du Morpho. Vous pouvez gagner un week-end à Roure-Attitude avec location de kayak et un ouvrage sur les poissons d'eau douce. Et catégorie groupe, donc association et scolaire, vous pouvez gagner des interventions, donc animation et sortie de découverte des poissons d'eau douce et de leurs habitats avec l'association Guyane Wildfish, ainsi qu'un ouvrage sur les poissons d'eau douce de Guyane. Vous l'envoyez à l'association Quata, donc au mail asso@quata.net, donc a2so@quata.net. Tous les documents sont téléchargeables sur notre Facebook et notre site internet. Il y a 2 petits documents à remplir et un règlement à lire. Nous recevons ce soir un champion de Mixed Martial Arts, Naël Lama, qui est en partance pour Paris afin de disputer la ceinture des champions. Bonsoir Monsieur Lama. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant d'échanger, je vous propose de regarder un petit extrait de vos combats.
Après cet extrait physique, ma première question, qu'est-ce que le MMA? Le MMA, c'est le mélange de tous les arts martiaux. Donc c'est une discipline complète où on peut retrouver les 3 distances de combat, donc la distance de boxe, la distance de karaté, la distance de lutte et lutte sol. Donc boxe, karaté et lutte. Ce sont les 3 arts martiaux qui sont présents dans cette... Ou il y en a d'autres? Disons qu'il y a tous les arts martiaux, mais il y a toutes les distances, en fait. Distance? Il y a la distance de boxe, la distance de karaté avec les pieds, et la distance de corps à corps, sol, voilà. Vous avez toujours combattu au Brésil, puisque la France est un des derniers pays à ne pas avoir légalisé le MMA. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous puissiez aller disputer une compétition là-bas, surtout dans une salle qui a pignon sur rue? Alors, ce n'est pas exactement du MMA, c'est ce qu'on appelle du pancras, en fait. Donc, les règles sont différentes. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de coup au sol. Mais ce sera dans un ring, ce sera avec des petits gants. C'est juste qu'il n'y a pas de coup au sol. Donc, debout, ce sera boxe, boxe thaï, muay thai. Et au sol, jiu-jitsu, judo. Est-ce qu'il y a du coup une préparation spécifique, vu que ça diffère un petit peu de ce à quoi vous êtes habitué? Au niveau de la stratégie, c'est un peu différent. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas ma discipline. Je le fais parce que je suis français et qu'il faut bien, de temps en temps, faire une compétition dans son pays. Mais c'est au niveau de la stratégie que c'est un peu différent. Comment vous expliquez que la France et la Norvège soient les 2 derniers pays à ne pas avoir autorisé cette... C'est si différent que d'autres sports de combat qui sont autorisés? Non, c'est juste une question de monopole en fait. Il y a des ligues sportives qui ne désirent pas que le MMA ait pignon sur rue pour garder une certaine suprématie, c'est tout. C'est politique? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à franchir cet échelon-là, donc à aller vous épanouir un petit peu ailleurs et viser ce titre de champion? Disons, comme je l'ai dit, je suis guyanais, j'habite en Amérique du Sud avec le Brésil et le Suriname à côté, mais je suis quand même français. Donc moi, pour ma part, à mon âge, j'ai déjà plus ou moins fini ma carrière. Donc là, c'est juste aller voir les Guyanais de France, leur montrer un petit peu ce que je sais faire et puis revenir chez moi tranquillement. Quand vous nous dites que vous êtes sur la fin de votre carrière, ça veut dire que si vous gagnez, vous ne viserez pas peut-être un titre européen ou même mondial? Je sais pas, on ne sait jamais. Vous savez, à 38 ans, on a d'autres choses à faire dans la vie. Moi, je ne suis pas professionnel. Après, j'irai le plus loin possible, c'est vrai. Mais disons que moi, je fais ça en loisir. Hein. C'est pas mon métier. C'est pas votre métier, d'accord. Donc, ça rejoint un peu ma dernière question. Comment le sociologue et le champion cohabitent-ils? En fait, j'analyse beaucoup. Moi, ce qui me plaît dans le MMA, c'est que c'est transdisciplinaire. Donc moi, j'aime aller dans différents domaines pour m'améliorer de manière globale. Et c'est ce qui est intéressant avec le MMA, c'est qu'on doit maîtriser toutes les distances de combat. On ne doit pas être le meilleur dans chaque, mais on doit être suffisamment habile dans chacune pour avoir un niveau global suffisant. Et dans la vie, je trouve que c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que je maîtrise un domaine, un autre domaine, un autre domaine. Ça fait de moi une personne globale et dense, et ça fait de moi le meilleur citoyen possible. Meilleur citoyen et peut-être meilleur compétiteur, vous nous ramènerez la ceinture? Ça, c'est sûr. Donc alors, le rendez-vous, il est fixé où? Alors, c'est à la Halle Carpentier le 18 janvier. Halle Carpentier, 18 janvier, une heure particulière, des places qu'on peut acheter avant, des informations qu'on pourrait collecter? Vous pouvez aller sur Facebook, hein, vous allez sur le site de 100% Fight, de la Hatch Production, et voilà. Est-ce que vous connaissez un peu les adversaires auxquels vous serez confrontés? Oui, enfin, j'aurais un adversaire. Oui, j'ai vu ses vidéos sur YouTube et Dailymotion, donc j'ai vu un petit peu ce que c'est. Vous en pensez quoi? C'est un combattant très complet, qui a beaucoup de combats à son actif, donc c'est un challenge intéressant. En fait, c'est le numéro 1 français, tout simplement. Donc le numéro 1 guyanais affronte le numéro 1 français. Tout à fait. On verra ça le 18 janvier. Voilà. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 5 janvier. Combien d'habitants y a-t-il en Guyane? Un peu moins de 260 000 pour l'Institut national de la statistique et des études économiques qui a recensé la population présente sur notre territoire en 2015. Ces résultats ne font pourtant pas l'unanimité. 23 jours de grève pour les employés de Guyaver. La présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises intervient. Joëlle Prévost-Madère souhaite que les négociations aboutissent rapidement. Elle se confie dans notre journal. Nouveau défi pour notre champion de MMA, Naël Lama, vainqueur indéfectible au Brésil, compte, à l'issue d'une compétition organisée à Paris, ramener le titre de champion des mi-lourds en Guyane. Il était sur le plateau pour en parler avec nous. C'est la fin de cette édition, mais tout de suite le journal de BFM TV. Très excellent week-end sur ATV Guyane, c'est Mounian, belle bonsoir.